Non mais qu'elle arrête de faire semblant. De toute façon, elle m'appelle jamais. C'est toujours à moi de téléphoner. Mais elle en a rien à faire de ce que je vis avec mes enfants. Hein. De toute façon, elle en a rien à faire de ce que je vis tout court. Ma grande sœur. Non mais ça y est, ça recommence. Alors c'est elle la victime. Hein. Voilà, alors moi, l'appeler pour qu'elle continue, continue à se plaindre là, avec cette difficulté avec ses enfants. Mais 25 milliards de fois, je lui ai dit ce qu'elle devait faire avec ses enfants. C'est quand même pas compliqué. Tous les parents savent cadrer leurs enfants. Eh ben non. Alors elle, il n'y a rien qui change. Pourtant, je lui ai dit, tu leur fais, je sais pas, mettre la table, ranger leur chambre. Il n'y a rien qui bouge. De toute façon, elle en a rien à faire de ce que je lui dis. Alors, hein, elle vient pas se plaindre, elle l'a bien mérité. Une collaboratrice et une DRH. Je vais vous le dire franchement, directement. J'ai bien compris qu'ils veulent me virer. La dernière fois, il y avait une réunion là sur le projet stratégique sur lequel moi je me suis positionnée là quand le directeur nous a demandé qui veut ce projet. Eh bien, vous savez quoi? Ils m'ont même pas invité. Alors, c'est hallucinant. Et franchement, en parler à la DRH, même pas en rêve. De toute façon, depuis le début, celle-ci, elle m'a dans le collimateur. Non mais cette collaboratrice, alors vraiment, c'est un sketch à elle toute seule. À peine arrivée, elle fait du zèle et elle essaie de se mettre le patron dans la poche. Non mais tout le monde le dit, c'est une opportuniste. En moins de 2 semaines, elle va être foutue de nous mettre le wax dans l'équipe hein, et de se mettre tout le monde à dos. Mais ça va pas se passer tout seul. Alors bien sûr, toute ressemblance avec des faits ou des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Hein. Ou alors, on va dire, comme on dit dans la petite formule, le fruit d'une pure coïncidence. Mais plus sérieusement, peut-être que ces situations, elles vous parlent, elles résonnent à des moments dans votre vie, à des expériences où être entendu, s'exprimer, en réalité communiquer, c'est mission impossible. Alors la médiation, et la médiation avec la CNV, c'est relever des missions impossibles. Et puis il y a des petits fous, il y en a quelques-uns par là, qui disent allons relever ces missions impossibles, lorsqu'en fait les personnes qui sont dans ces conflits n'arrivent pas à s'en sortir toutes seules. Alors ma première question c'est, mais qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir toutes seules? Parce qu'au fond, peut-être que vous vous êtes déjà disputé avec votre sœur, que ça ressemblait un peu à la première scène, et pour autant, quelques temps plus tard, vous allez vous balader dans la campagne, puis vous vous dites quand même, je l'aime bien ma sœur, et vous arrivez à retrouver du lien avec elle. Mais c'est pas toujours possible. Alors, qu'est-ce qui fait que ces missions impossibles? Eh bien, mon expérience, ou en tous les cas la manière dont je regarde les choses aujourd'hui, c'est que une invitée de marque s'est subrepticement glissée dans la relation. J'ai nommé la violence ordinaire, la petite violence ordinaire, je l'appelle comme ça, la violence relationnelle ordinaire. Alors cette violence relationnelle ordinaire, c'est elle qui nous empêche de vivre en paix les uns avec les autres. Même si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait peut-être en douter. Moi, je reste convaincue que les êtres humains cherchent à vivre de la paix. Envie de paix, c'est bien le thème de ce forum d'ailleurs qui fait du bien. Parce que la paix, pour moi, c'est le socle, hein. C'est le terreau sur lequel les êtres humains ont besoin de s'enraciner pour déployer des branches qui sont la joie de vivre, la créativité, la réalisation de soi, l'amour, hein. Tous ces besoins essentiels à être un être humain qui se déploie. Alors, qu'est-ce qui fait que alors que des êtres humains ont envie de vivre la paix, l'amour, eh bien, nous en arrivons à vivre tant de violences relationnelles dans nos interactions. En tous les cas, il y a bien besoin de médiateurs, donc c'est bien que des personnes qui n'arrivent pas à sortir toutes seules de cette violence relationnelle ont besoin de professionnels. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on peut être coincé dans cette violence relationnelle? Vous avez des idées?
Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des bonnes réponses. Oui? Parce que chacun a envie d'avoir raison. Absolument, chacun a envie d'avoir raison. Quelle autre réponse? Une bonne piste, merci beaucoup. Parce qu'on peut avoir une image d'ennemi qui s'enquiste. Hein. L'autre est la cause de tous mes problèmes. D'autres réponses? Demander de l'aide, ça peut être difficile. Et alors, on se rigidifie sur ses problèmes tout seul, c'est ça? On a du mal à essayer, on n'essaie pas de comprendre, on reste sur son quant à soi, hein, c'est ça? Parce que ça peut être difficile de se sentir impuissant face à la souffrance de l'autre. Magnifique réponse. J'en ai perdu ce que je voulais vous dire sur mes réponses, mais je continue. Oui, parce que... Voilà, parce qu'on peut être coupé de son propre ressenti et projeter beaucoup de choses sur l'autre, hein, par difficulté d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, bah, c'est bien, moi j'ai plus grand chose à dire. Vous avez construit pas mal de choses. Donc j'ai un public averti. Je ne sais plus du coup ce que je voulais vous dire. Je reprends mon fil rouge, hein, ça va être plus facile. Alors dans mon fil rouge, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, moi je vais vous parler de quelque chose qui est en lien avec mon expérience, mais qui reprend beaucoup de choses de ce que vous avez dit. En tous les cas, une de mes découvertes en tant que médiatrice, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre en paix les uns avec les autres. Et c'est assez contre-intuitif, peut-être un peu provocateur, mais tellement réel dans ma vie aujourd'hui de médiatrice, eh bien c'est qu'on a des difficultés à oser le conflit. Pour vivre en paix, osons nos conflits. Mais le conflit, c'est quoi? Le conflit, c'est quoi? D'ailleurs, quelle définition vous donneriez du conflit? J'aime bien les interactions. Je vais encore me perdre, mais tant pis. Hein, le conflit, c'est quoi? Un désaccord qui nécessite un ajustement. Magnifique. J'aime beaucoup cette définition. C'est effectivement un désaccord de deux ou plusieurs personnes, hein, en tous les cas, qui, à un moment donné de leur vie, avec des circonstances particulières, avec des épaisseurs de vie, des origines, tout un tas de choses qui les constituent de manière très unique en tant qu'être humain, eh bien, vivent un désaccord, vivent des positionnements différents, peut-être des points de vue divergents. C'est tout. Ça veut dire qu'en fait, le conflit, c'est inévitable, ça fait partie de notre nature humaine et que c'est même peut-être, je dirais, un signe de vie dans les relations. Le problème, c'est qu'on confond conflit et violence. Hein, et que du coup, voilà, oser nos conflits, c'est avoir cette capacité à distinguer les deux. Et là, à nouveau, je perds mon fil rouge. J'aimais bien mon fil rouge, alors je le reprends. Voilà. Donc, oui, alors, et puis une petite définition que j'aime bien quand même du conflit, c'est que le conflit, il traduit la coexistence d'aspirations profondes, différentes à un instant T. Et quand je dis différentes, pas toujours. Parfois, ce sont même les mêmes. Ce sont juste les stratégies qui sont différentes. Je peux parler comme ça parce qu'il y a un public averti. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc voilà. Mais c'est tout. C'est pas plus que ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que, en étant des êtres vivants qui avons envie de vivre en paix, eh bien, on se retrouve coincé dans ces violences relationnelles? C'est aussi le fait que dans notre système de survie, quand on est face à un danger, et l'autre peut être vécu parfois comme un danger quand on ne le comprend pas, eh bien, il y a un système que vous connaissez bien, mais notre système de survie, c'est un système qui est ancré dans notre cerveau reptilien, qui vient de notre héritage, l'héritage de notre évolution, eh bien, c'est ce système d'attaque fuite en passant par un petit coup d'inhibition souvent, hein, qui nous protège face à un danger imminent. Le problème, c'est que moi, ce système, quand je suis médiatrice, qu'est-ce que je vois dans les conflits? Je vois des personnes, en fait, les mécanismes de survie des personnes s'entrechoquer pour des choses qui ont, a priori, en apparence, rien à voir avec un danger imminent. D'accord ?
Et moi, ce que je vois, en tous les cas, c'est que c'est assez commun aux êtres humains. Je ne sais pas votre expérience à vous, mais moi, c'est ce que j'observe. Eh bien, c'est que quand ces systèmes se déclenchent, on parle d'animalité, on va dire qu'on est déshumanisé. Donc la réactivité, j'entends, mais il est complètement malade pour se mettre dans un état pareil. Il va falloir qu'il se fasse soigner. On peut avoir les mêmes pensées sur soi, d'ailleurs. Ça veut dire que ce système, alors qu'il s'enclenche, on le juge. Et on estime qu'il est inadapté. Ça aussi, c'est assez contre-intuitif. J'avais envie de faire un peu de provoque aujourd'hui, mais ce n'est pas si provocateur que ça, parce que c'est quand même une réalité terrain quand on est en médiation. On voit donc les systèmes réactifs des êtres humains par rapport à des éléments déclencheurs qui s'entrechoquent. Et des êtres humains qui se jugent. Et des médiateurs, puisque j'en forme beaucoup, y compris des médiateurs qui n'ont jamais fait de CNV, et ce n'est pas forcément eux les premiers concernés, mais qui peuvent juger ces réactions par difficulté d'aller s'y coller. C'est pas si simple d'aller se coller à la réactivité d'un être humain quand tout d'un coup ça prend la forme d'une attaque, d'une fuite ou même d'une inhibition. Comment est-ce qu'on fait? Alors que pourtant, c'est bien comme un radar intérieur. Ce que je vois, c'est qu'il y a des radars intérieurs dans ces êtres qui sont là face à face avec ce conflit qui révèle quelque chose, ce radar intérieur, qu'est-ce qu'il signale pour moi? Le fait qu'il y a un besoin existentiel, une aspiration profonde, est en danger d'être nié ou ignoré. Et donc ça protège chacun des protagonistes de quoi? De la survie. C'est ce signal, ce cri à l'intérieur, il dit « Mais oh, réveille-toi ! Il y a une part de toi là, si tu t'adaptes à ce qui est en train de se passer, comme d'habitude, eh bien, qui t'empêche d'être pleinement vivant à une part de toi. Une part de toi qui va être l'affirmation de toi, par exemple. Parce que tu t'es toujours tu et tu as alimenté un jeu de pouvoir qui s'appelle, par exemple, voilà, où tu te dis, bah moi, je m'écrase comme ça, j'achète la paix. Et là, aujourd'hui, c'est plus le sujet. Il y a un truc qu'on ne peut plus. Vous voyez, donc c'est un réveil pour moi d'une énergie vitale très forte qui reste sous le boisseau. Et donc, nous, les médiateurs CNV, qu'est-ce qu'on fait? J'en regarde quelques-uns là. Nous, ce qu'on aime, c'est aller réveiller ces énergies vitales. J'ai fait 9 heures de médiation entre hier et avant-hier, là. Et donc, il y avait vachement d'enjeux parce qu'elles avaient peur et que c'était dans le contexte d'une entreprise où, franchement, si le mandant n'avait pas demandé à ce qu'elles viennent en médiation, elles n'avaient pas envie de venir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on travaille déjà un peu leur consentement à être là. Elles étaient que peur, des boules de peur. Donc 6 heures après, il y a eu des entretiens dits de l'avant, mais 6 heures après, ensemble, parce qu'elles ont fait cette traversée et qu'on est allé à l'origine de ce qui hurlait à l'intérieur dans leur réactivité, parce que bien sûr, on a beaucoup de difficultés à ouvrir face à l'autre quand il est là parce qu'on se sent en danger, eh bien c'est vraiment ce passage qui a permis que 6 heures après, ça y est, elles soient à nouveau dans la complicité qu'elles ont pu connaître des années avant. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va s'appuyer sur ces réactivités pour leur donner du sens. Si ça se met en action, face à quelque chose qui apparemment n'est pas un danger de vie ou de mort, c'est bien que ça a une fonction. Et la fonction que ça a, c'est de nous dire, stop, il y a vraiment une énergie vitale. D'ailleurs, on parle d'énergie vitale. Et ça donne beaucoup de sens à la phrase de Marshall quand il dit « Nous sommes tous des gentils morts-vivants ». Pour moi, c'est ça qu'il voulait dire. Allons réveiller ces énergies vitales. Et donc, notre réactivité, c'est le cri. C'est le cri, c'est l'endroit où il y a une forme d'authenticité. Donc moi, ça m'a permis d'observer, dans mon expérience de médiatrice, observer ça m'a permis de commencer à regarder les choses comme ça, et donc à savoir aller au contact de ces formes qui ne sont pas toujours faciles à appréhender, sans jugement. Et avec la curiosité et le contact d'y aller. Tout le monde se juge dans la salle. Alors, je cite, et je l'ai déjà cité l'année dernière, mais vraiment, il y a un exemple qui m'a tellement marqué sur le sujet. Je pense que je n'avais pas tout à fait la conscience de tout ça à l'époque, mais vraiment, c'était le premier pas pour faire ce chemin de conscience. C'est une femme dans le cadre d'une médiation judiciaire. Elle est face à son repreneur, au repreneur de l'entreprise, et à un moment donné, lui dit quelque chose, il y a un contexte un peu particulier parce qu'elle est là, c'est son mari qui avait monté l'entreprise et elle est veuve, donc vous voyez, il y a un petit contexte quand même, mais lui dit quelque chose de tout à fait anodin et à un moment donné, elle dégoupille et elle va se jeter sur ce repreneur avec le geste de vouloir l'étrangler
Et elle va dire, je ne me rappelle pas de tout, mais je me souviens de la dernière phrase, et la dernière phrase c'était « J'espère que vous mourrez d'un cancer ». Donc une menace de mort sur autrui. C'était pas... Donc avec son avocate, on l'a rassise, et là j'ai vu, elle s'est levée, la honte sur son visage, parce qu'elle n'avait rien maîtrisé. Elle mesurait tout d'un coup la violence de ce qui s'était passé. Lui, il était tétanisé en face, et donc elle a voulu quitter la salle. Et là, moi, je suis allée au contact de sa réactivité. Je lui ai dit donc des mots, enfin je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il y avait des choses comme j'ai pas de jugement sur ce qui vient de se passer, mais en tous les cas, ça reste pas possible là, puisque c'est quand même c'était un acte violent. Mais moi j'ai envie d'écouter, j'avais envie d'écouter la peur qui hurle. Quel est le cri qu'est-ce qui hurle à l'intérieur de vous? Je crois que c'est la phrase qui l'a fait s'asseoir et rester. Qu'est-ce qui hurle à l'intérieur de vous pour que ça prenne cette forme-là? Moi j'ai envie d'écouter ça. Et j'ai pas de jugement sur le fait que ça se passe comme ça. Du coup, elle est restée. On a pu aller écouter son besoin. Elle s'est calmée. Ça a été compréhensif, y compris de l'autre côté. Et ils ont été très émus à la fin quand ils se sont serrés la main et on a trouvé un accord dans le cadre de cette médiation. Ce jour-là, je crois que j'ai eu une sorte de grosse prise de conscience sur le fait que je peux comprendre ce qu'on veut dire quand on est dans notre part animale, mais ça me dérange quelque part parce que pour moi, on est complet et on a besoin d'aller explorer toutes les parts de nous-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire Peut-être, oui, si on revient, je vais vous faire travailler un peu. Si on revient maintenant et qu'on prend ce postulat de dire, mais quand finalement il y a des mots violents, tous ces langages obstacles qui partent plus vite que la lumière dans nos interactions, eh bien, il y a ce signal, c'est-à-dire ce radar intérieur qui se dit qu'il y a un besoin là, qui est menacé d'être encore nié et ignoré, qui hurle. Alors, je vais vous faire travailler, d'après vous, sur ces premiers cas. Le premier cas, là, quand il y a ces deux sœurs, la première sœur qui dit non, mais arrête de faire semblant, de toute façon, tu m'appelles jamais, c'est toujours à moi de te téléphoner et tu n'en as rien à faire de ce que je vis dans ma vie. Qu'est-ce qui hurle à l'intérieur d'elle ? Ça, à votre avis, puisque je sais qu'il y a des gens quand même expérimentés sur la recherche des besoins, c'est quoi l'énergie source, là cette sorte de... ce moteur, j'ai envie de dire, de ce moteur de notre mise en action dans le monde par rapport à cet être, c'est vraiment les aspirations profondes de notre être. Ça parle de quoi chez elle, à votre avis ? Qui a des idées ? Besoin de reconnaissance et d'appartenance, être reconnu par sa sœur comme je suis ta sœur, et oui, tout à fait, d'appartenance au sens, je sais pas comment on dit, sœur, pour pas dire fraternelle, mais voilà, sororité, merci. Peut-être que ça veut dire je t'aime et j'ai envie que tu me dises que tu m'aimes en retour. Ouais, c'est-à-dire un besoin d'amour et de réciprocité, d'être rassuré dans le fait qu'il y a bien de l'amour qui circule en réciprocité dans cette relation de sœur. Parce qu'alors ça m'apaise, ça me donne de la joie et je suis pas, peut-être je suis pas toute seule dans cette relation. Oui. Besoin d'être en lien, un fort besoin de lien, absolument. Besoin de soutien, tout à fait, dans ce qu'elle vit avec ses enfants. C'est déjà pas mal, hein ? Alors la deuxième sœur, la sœur aînée qui, elle, va dire « Non mais ça fait 25 milliards de fois que je lui dis ce qu'elle devrait faire avec ses enfants, elle écoute rien, de toute façon tout ce que je dis, ça l'intéresse pas. » Elle s'en fiche, mais royalement. Et puis elle en a marre de l'écouter se plaindre sans rien changer. Alors de quoi elle parle, elle ? Des idées ? Qu'est-ce qui crie à l'intérieur ? Qu'est-ce qui hurle et qui est plus possible ? Considération, absolument. Alors on dirait peut-être considération de quoi ? Considération de sa parole, par exemple. Je ne sais pas qui a... je ne vois pas bien d'ici. Oui ? Besoin d'évolution, absolument. De sens. D'harmonie aussi. Absolument. De responsabilité. Peut-être aussi de transmission au sens d'être... pardon ? D'énéité, c'est-à-dire oui, d'avoir peut-être reconnaissance dans son rôle en tant qu'aînée ou de l'intention qu'elle a quand elle prend cette posture pour, de la part de son expérience, lui transmettre des choses. Et donc peut-être dessous, il y a aussi contribuer au bien-être de sa sœur.
un besoin. Oui, voilà, parce que voilà, d'entendre les difficultés, peut-être ça la charge au niveau émotionnel et qu'elle aurait besoin d'un peu de repos et de pause, une petite pause, quelque chose comme ça, hein, qui lui donnerait du repos dans la relation. Et peut-être besoin de confiance, hein, et dans les ressources de sa sœur pour, en autonomie, trouver le chemin, y compris quand elle ne met pas en œuvre ce que sa grande sœur lui dit. Voilà. Alors, j'en suis où au niveau du temps? Juste. Ah, pardon, voilà. Donc il reste 5 minutes. Super. Moi, j'avais envie, pour terminer cette présentation, de vous faire goûter. Il y en a certainement beaucoup qui l'ont déjà fait, mais c'est la fin de l'après-midi. Vous avez été, peut-être enfermés alors qu'il y a ce beau soleil dans cet espace à écouter pas mal d'interventions. Donc j'imagine qu'il y a des besoins qui peuvent, peut-être pas hurler à l'intérieur, mais quand même être un peu en jachère là. Par exemple celui de la connexion à la nature. Je ne sais pas si c'est un besoin qui est important pour vous, de respiration, de mouvement ou des choses comme ça. Et donc moi je vous ferais bien expérimenter justement comment ce qui est dit là. Quand on parle d'énergie vitale, c'est pas juste des mots. Hein, et le fait de pouvoir faire l'expérience de fermer les yeux. Alors je vais vous inviter à fermer les yeux. Prenez le temps de vous ancrer, de sentir vos pieds bien posés sur le sol, décroisez vos jambes, vos bras, voilà. Détendez-vous. Commencez à respirer. Voilà, sentez votre corps qui se pose, qui se dépose. Voilà, peut-être vous sentez bien votre ancrage dans les pieds. Hein, une forme de légèreté vers le haut et puis de densité vers le bas. Sentez bien votre assise dans votre bassin. Et puis, je vous donne un petit temps, peut-être, parmi les besoins que j'ai nommés, ou il y en a peut-être d'autres, un besoin qui n'est pas tout à fait nourri là dans l'instant, que ce soit le besoin de repos, de détente, de ressourcement, de connexion à la nature, de respiration, de mouvement. Prenez-en un. Voilà, et quand c'est bon pour vous, je vais vous inviter à vous mettre en lien avec une situation, récente ou ancienne, c'est pas très grave, dans laquelle un moment de votre vie où ce besoin était, mais vous êtes vraiment 100% sûr là que ce besoin était pleinement nourri. Vous étiez en train de vivre quelque chose qui vous mettait vraiment à expérimenter la puissance de ce besoin quand il est là, rempli dans votre vie par une stratégie particulière. Alors il y a peut-être des personnes qui sont là avec vous ou un environnement. Il y a peut-être plusieurs scènes qui viennent. Peut-être ce n'est pas des images et c'est des couleurs. Tout est OK. Mais prenez le temps vraiment de faire revenir ce qui s'est passé, comment c'était, ce que vous ressentiez. Voilà, et parfois, on arrive vraiment à contacter quand on a plein de détails de la scène, comme si on était là à nouveau en train de revivre ce moment sur une plage, avec des enfants, je ne sais quoi, autre chose qui vous vient. Voilà, prenez le temps de faire revenir la scène. Et puis, donnez-vous cet espace-là de temps où vous allez vraiment ressentir dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, ce qui se passe, comment vous êtes, quand vous êtes en lien avec l'énergie de ce besoin en plein dans votre vie. Voilà, sentez l'énergie de ce besoin venir remplir votre réservoir émotionnel, votre énergie corporelle. Et puis j'ai envie de vous inviter aussi avec la respiration d'amplifier de ce ressenti pour sentir cette énergie jusqu'au bout de vos doigts de pied, vos bouts des doigts, jusqu'en haut de votre cuir chevelu. Voilà. Prenez le temps vraiment d'amplifier ce ressenti en lien avec cette scène de vie. Ce que vous ressentiez émotionnellement,
dans votre corps quand vous êtes en lien avec une scène qui vous fait vivre un besoin de paix, de ressourcement, de connexion, que sais-je. Rempli, en plein. Voilà, inspirez bien, expirez bien. Goûtez, savourez. Voilà, et quand c'est bon pour vous, à votre rythme, je vais vous inviter à petit reprendre contact avec l'énergie de la salle, bouger tranquillement dans le corps. Et puis quand c'est bon pour vous, ouvrir les yeux. Merci à vous. Je vous avais préparé une petite conclusion après cette expérience. Voilà, j'espère que ça vous a ressourcé. Et puis, j'avais envie de vous dire que, voilà, moi, j'apprends tous les jours, notamment grâce à ce métier, mais à cultiver la paix en osant me rapprocher toujours un peu plus avec amour de cette part qui s'appelle la réactivité. Parce qu'elle me permet finalement d'oser ma vulnérabilité, de réussir aussi à dépasser cette violence relationnelle et être plus vrai avec moi et avec les autres. Alors j'avais envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer pour vivre plus de paix avec vous-même et avec les autres en lien avec cette rencontre avec votre réactivité? Mais je ne vous demande pas la réponse tout de suite. Je vous laisse avec cette question. Merci à vous.